Bonjour, bienvenue sur Mosaïque. On est aujourd'hui en compagnie de David Chawat, qui est économiste, enseignant en judaïsme et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Am Segula, le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité. On va évidemment en parler dans cet entretien. Bonjour David Chawat. Shalom, bonjour Antoine. Mais d'abord, quand même, bon, il faut dire un mot de notre actualité. Israël est actuellement sous pression de la communauté internationale pour accepter ou pour mettre en place un cessez-le-feu alors que les combats se poursuivent à Gaza. Euh, Croyez-vous cette perspective réaliste, souhaitable? Comment vous l'évaluez? Souhaitable, je pense qu'on est tous d'accord que finir une guerre à 90% et laisser en fait le mal tel qu'il est, je pense que c'est inconcevable. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que la énorme, écrasante majorité des Israéliens sont d'accord là-dessus, qu'on ne peut pas ne pas finir la guerre, dans le sens qu'on ne peut pas ne pas complètement exterminer les forces militaires du Hamas, sortir leurs dirigeants de la bande de Gaza et bien sûr en libérant les otages. On ne peut pas s'arrêter au milieu. Si on laisse quelque chose sur le terrain, on sait que ça va revenir. Je pense qu'après 18 ans d'expérience, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que c'est une réalité qu'on ne peut pas laisser. Est-ce qu'il y a des pressions mondiales? Oui, mais j'oserais vous dire qu'il y a toujours eu des pressions. Je tiens à rappeler quand même peut-être que la plus grande pression qu'on a reçue des États-Unis, c'était au moment le plus crucial peut-être du peuple juif. C'était le 13 mai 1948, quand Ben Gurion annonce aux Américains qu'il va déclarer la déclaration d'indépendance. Les Américains lui disent non seulement on va pas vous soutenir, mais vous allez être exterminés sous quelques mois. Et en plus de ça, on va vous faire un embargo total sur les armes. Vous ne pourrez pas rentrer d'armes des États-Unis chez vous. Ce qui était quelque chose de terrible, puisqu'on n'avait aucun canon, aucun avion, aucun tank. Et malgré ça, M. Ben Gurion, avec un pays de 600 000 habitants, sans économie, sans armée correcte, sans État, il a décidé que la volonté de créer l'État était plus importante que les pressions américaines. Et je crois que l'histoire nous a donné raison, même si les Américains nous ont empêchés de rentrer une balle en Israël. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas réussi. Donc, on a d'un côté la volonté qu'on doit finir, et de l'autre côté, il est clair et net que on a des pressions. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger nos liens avec les États-Unis et leur manquer de respect parce qu'ils nous ont aidés, ils nous aident. Mais de notre côté, nous ne sommes pas le 51e État américain. Nous sommes indépendants et nous avons le droit de décider ce qui est bien pour Hmm. Indépendamment de ce cessez-le-feu, je précise que vous êtes réserviste, sous-officier, vous étiez sur le terrain à Gaza il y a quelque temps. Où en est-on de cette guerre à Gaza maintenant? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a l'impression que c'est un peu statique malgré tout aujourd'hui. Comment vous voyez les suites militaires? nous. Alors regardez, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on voit dans les informations et il y a ce qu'on appelle sur le terrain. Aujourd'hui, l'État d'Israël, s'il n'avait pas les otages pris entre Khan Younes et et la ville de Rafia, c'est sûr qu'on aurait pu faire ça plus rapidement. Et si aussi Tsahal se comporterait comme toutes les armées du monde, c'est-à-dire en faisant pas très très attention aux civils, on aurait pu faire ça plus rapidement. Maintenant, Tsahal travaille avec des pincettes, il travaille de façon chirurgique. Je peux vous le dire parce que j'ai aussi deux gendres qui sont encore dedans dans une unité d'élite. Ils font des opérations pour, essayer au maximum pousser le Hamas jusqu'au bout pour améliorer les conditions de cessez-le-feu, d'otages, etc. Mais la chose qu'on doit faire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de tout raser. Un, parce qu'il y a des civils, et deuxièmement, parce qu'on a des otages. Donc, c'est une guerre maintenant. Ce qui reste, en fait, c'est finir la conquête de la ville de Khan Younes. On est à peu près aux trois quarts de la conquête. Et après, il y a la ville de Rafia, qui va être une opération terrible, puisque les Américains ne veulent pas qu'on rentre dans Rafia. Les Égyptiens ne veulent pas qu'on rentre dans Rafia, puisque Rafia est à la frontière, elle est coupée en deux, et une partie appartient à l'Égypte. Et les Égyptiens ont très très peur que les réfugiés passent sa frontière. Mais j'espère que l'État d'Israël, jusqu'à présent, a résisté à toutes les pressions internationales et fera ce qui est bien, ce qui est moral, ce qui est juste, tout en écoutant ce que nos alliés ont à dire. Mais on ne peut pas, on va dire comme ça, tomber sous une pression qui va nous faire faire des choses qui ne sont pas justes et qu'on doit faire. Alors, cette dernière partie à Rafah, est-ce qu'il va falloir évacuer cette population civile? La question se pose de savoir où l'évacuer. Pourquoi le problème est-il si différent, entre guillemets, que ce qui s'est passé pour la ville de Gaza ou pour Khan Younes même?
Bah, c'est très simple. Techniquement, les populations ils sont parties vers le sud, mais là, ils arrivent à un moment donné où il n'y a plus où aller. Alors, il y a des possibilités de les faire bouger dans certains endroits, et on espère que justement les instances internationales comprendront que c'est pour le bien de tous qu'on bouge ces populations et qu'il est important justement qu'ils nous aident et pas qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Il est absolument invraisemblable de laisser Rafia avec les otages, avec les chefs terroristes, avec l'armement, en disant stop, on fait une pause. Et donc on comprend tout à fait qu'aujourd'hui, il faudra le faire. Comment? C'est pour ça que si on ne le fait pas jusqu'à présent, c'est parce que justement, on veut que ça soit de façon le mieux possible. Ça prend plus de temps pour éviter justement qu'il y ait des choses qui ne correspondent pas à l'éthique israélienne. Alors une question encore sur le plan militaire, évidemment la question de la guerre larvée, on va dire larvée, enfin aussi réelle avec le Nord, le Hezbollah. Est-ce que ça peut dégénérer selon vous? Est-ce que de toute façon on parle d'une intervention israélienne également sur le sud, en tout cas du Liban? Quelle est votre perception, David Chawat? Écoutez, un grand géopoliticien peut comprendre qu'on a trois solutions. La première solution, ça serait un accord, c'est ce que les Français et les Américains essayent de faire, de repousser le Hezbollah après le fleuve du Litani, donc à 20 km, pour éviter les attaques de missiles non, on va dire, qui ne sont pas envoyés sol-sol. Ce sont des missiles anti-tank qu'on arrive à diriger à la main et qui font beaucoup, beaucoup de dégâts dans le nord. Ça serait la solution. Est-ce que cette solution est juste? Je ne sais pas, parce que ils sont aujourd'hui à 20 km. Demain, ils décident de revenir. Bon, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est une possibilité. Pour l'instant, le Hezbollah rigole. Enfin, je dis rigole parce que vraiment, Nasrallah a rigolé de cette possibilité en disant depuis quand les Américains et les Européens nous disent quoi faire. Bon, mais peut-être ça pourra arriver. La deuxième solution, c'est la solution que la majorité des gens pensent, ça serait un conflit limité. Que Tsahal nous raconte qu'il a des possibilités qu'on ne connaît pas. Il y a certaines possibilités qu'on connaît, enfin, sans rentrer dans le détail, il y a certains plans qu'on connaît pour faire en fait un coup d'éclat pour assommer le Hezbollah. Et il y aurait bien sûr 15 jours de conflit, des missiles, mais au bout de 15 jours, le Hezbollah serait tellement assommé qu'il supplierait le monde entier d'arrêter. Et à ce moment-là, on aurait une solution plus simple de cesser le feu, mais en étant en position de force. Et la troisième solution, bien sûr, qui est la pire, ça serait un véritable combat, comme dans la bande de Gaza, que Tsahal ne peut pas engager aujourd'hui, puisqu'il n'a pas assez de soldats. On est assez occupé dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie. Mais à ce moment-là, il faudrait comprendre qu'on a 170 000 missiles sur Israël, qui sont des missiles beaucoup plus puissants, beaucoup plus précis que les missiles du Hamas. Donc à ce moment-là, ça serait une guerre assez difficile. Les soldats du Hezbollah sont des excellents soldats, ça serait plus compliqué. Mais s'il n'y a pas le choix, peut-être qu'on est arrivé à ce moment donné où on ne peut pas se permettre de faire l'économie. Encore une fois, ça me fait penser à quelqu'un qui a une carie, qui ne veut pas aller chez le dentiste. Il attend, après il faut lui dévitaliser la dent. Il attend, et puis après il faut lui arracher la dent complètement. Et des fois, on attend, mais en fait, c'est pas pour notre bien. Il y a des choses qui sont pas agréables à faire, mais des fois, il faut les faire. Une dernière question sur la guerre, sur la situation sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement dans votre unité, par exemple, les combats, dans Alors, quel état d'esprit vous êtes? moi, mon unité était pas à Gaza, était en Judée-Samarie. On s'occupait du Hamas en Judée-Samarie. Je pense que la grande révolution peut-être le point de lumière qu'on a vu depuis le 7 octobre, c'est qu'en fait, les gens comprennent pourquoi ils vont se battre. Donc les gens comprennent aujourd'hui que même si c'est très très compliqué, très très difficile de sortir de la maison, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont été blessés, qui ont été tués, des gens qui ont été enlevés. On comprend aujourd'hui les gens se sentent obligés de faire quelque chose d'assez bizarre à tout blessé et de mettre des habits verts et de se dire j'y vais. Mais aujourd'hui, chaque soldat qui est réserviste, nous on était 3 mois et demi à l'armée, a mis ses affaires de côté avec son nom. Et on est en fait, on a fini la première mi-temps, on pourrait dire. On attend en fait la deuxième mi-temps. On espéra que ça sera plus rapide, plus simple, moins coûteuse en vie. Mais on est tous en état d'esprit. Voilà, je vois le groupe WhatsApp de mon unité. On est déjà en train de se préparer. Lui il fait ça, lui il fait ça. On se trouve pour la première fois en situation où on se dit, on est sorti en repos dans notre vie civile normale pour retourner à l'armée. Toutes les unités sont comme ça. Il y a des unités qui ont déjà arrêté à appeler.
vu que notre unité a fait énormément de jours de réserve ces 5 dernières années, donc nous, on n'a pas encore été rappelés. Ils nous prévoient dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a certaines unités qui ont fini au mois de décembre, qui sont déjà rappelées pour faire une autre période de réserve parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on est dans une réalité qu'on n'a pas décidé. Et avec des soldats de toute opinion, de toute origine, j'imagine, dans cette unité. Mon unité a une particularité, c'est qu'on a 2 personnes qui sont, on va dire comme ça, aux 2 côtés les plus exposés du monde. On a le porte-parole de l'association la plus à gauche d'Israël, qui chapeaute toutes les associations de gauche d'Israël. Il est dans notre unité. Et on a quelqu'un que son nom aujourd'hui on le connaît, puisque c'était le responsable de la sécurité dans la fête de Nova, Elkana Federman. Il suffit de taper sur Google. Son père est un des chefs du mouvement le plus à droite d'Israël, Karl Nachai, et il sert dans la même unité. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez impressionnant parce que tout le temps, on montre la division en Israël chez les Israéliens. Mais là, ce qu'on voit, c'est ce qui nous rapproche. On a des gens qui sont très pratiquants, des gens qui sont de l'autre côté athées à la limite du gentil. Et ces gens-là se battent ensemble, vivent ensemble, sont ensemble. Et c'est toujours très drôle quand les gens sortent à la maison et voient un peu les journaux, les médias. On a envie de dire aux gens, mais venez, allez voir, allez entendre ces soldats. Et c'est intéressant que toutes les unités qui se sont libérées, tous les commandants, le dernier mot de la fin, un soldat avant de repartir à la maison, a été ce que vous avez vécu pendant ces quelques mois-là, cette vie en commun, prenez-la, expliquez-la et vivez-la quand vous sortez dehors. Parce que quand on sort dehors, on n'a pas l'impression que tout le monde pense comme ça. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que, comment dire en français, unité ne veut pas dire uniformité, mais qu'on a un but commun. On a quelque chose qui nous attache. Et je crois que c'est la particularité qu'on a découvert pendant cette guerre. Que ce qui nous relie, ce n'est pas une idée extérieure. On est dans un club commun et qu'on partage un but commun technique qu'on peut changer demain. On fait partie tous d'une grande famille, d'un projet collectif commun. Et ça, je crois que c'est la grande révolution qu'on a ressentie depuis le 7 octobre, qu'on n'avait pas ressenti avant. Alors venons-en précisément aux évolutions pour la société israélienne. C'est un point sur lequel nous essayons en Mosaïque de mettre un peu l'accent, puisque c'est en cours, n'est-ce pas? C'est une formation identitaire nouvelle peut-être qui est en cours. Vous avez une formule qui résume assez bien, je crois, votre point de vue et la situation. Vous dites, il y avait un peuple du 6 octobre, il y avait un peuple du 7, et puis aujourd'hui, voilà le peuple du 8 octobre. Est-ce que vous pouvez nous qualifier un petit peu ces différents moments, David Alors, Chawat? jusqu'au 6 octobre, il y avait le peuple du 6 octobre que je crois qu'on a tous passé un moment en Israël. On a passé quelques mois vraiment de combats de rue. Hein. On a même vu des combats de rue entre les différentes tendances autour de la réforme, pas qu'autour de la réforme qu'il y avait en Israël, sur le système judiciaire. Et on arrive au summum, on va dire, le pire moment. Enfin, moi, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, ça a été le pire moment qu'ils ont vécu en Israël, dans la société israélienne. C'est ce fameux Kippour. Quelques jours avant Sukkot, il y a des prières qui sont organisées pour les gens qui ne sont pas pratiquants. Donc, c'est des prières raccourcies, c'est des prières dans les rues à Tel Aviv, sur des places, c'est des prières avec des explications. Et beaucoup de gens, une fois par an, décident de participer à cette prière. Et on a un groupe qui est vrai d'extrémistes, mais qui a décidé de saboter toutes les prières. Mais quand je dis saboter, c'est des images, enfin, on a tous fini ce jour de Kippour avec un sentiment horrible. Jeter des livres, des prières par terre, empêcher les gens de prier, jeter les chaises, enfin, on arrivait à un summum de haine gratuite et de vraiment, on sentait qu'on était arrivé au pire moment. Et quelques jours plus tard, le 7 octobre. Alors, pourquoi je dis qu'on n'est pas le peuple du 7 octobre? Parce que, voilà, on a tendance souvent à penser qu'on est le peuple des malheurs, le peuple des pogroms, le peuple de la Shoah. Non, ce n'est pas ce qui nous qualifie. Et ça, c'est une chose importante que je ne fais que rappeler depuis le 7 octobre. Ce qui caractérise le peuple d'Israël, c'est pas les pogroms et c'est pas la Shoah, même si on en a eu beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très intéressant là-dessus, quand beaucoup de gens nous disent la Shoah, le 7 octobre. Alors c'est vrai qu'ils sont comportés comme des nazis, il n'y a pas d'autre là-dessus. Ils ont fait des pogroms, il n'y a pas d'autre là-dessus. Mais c'est pas la Shoah. Et il m'est arrivé à une rencontre extraordinaire. Je suis avec mes soldats à Kfar Aza. On regarde un peu l'ampleur du désastre. Et je vois le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin David Lowe. Je lui demande s'il veut parler à mes soldats. Et là, la chose qu'il va raconter, elle est assez caractéristique de ce point-là. Il a dit, quand moi, j'ai rencontré les rescapés de Kfar Aza,
Et donc, il m'a dit, on a vécu ce que votre père a vécu en sortant d'Auschwitz, de Buchenwald, c'est la Shoah, etc. Et là, le grand Haman d'Israël avec beaucoup de courage, j'ai dit, ce que vous avez vécu, c'est horrible. Ils se sont comportés comme des nazis, c'était des horreurs, on va pas rentrer dans les détails, on les connaît tous. Mais, quand mon père il est sorti de Buchenwald, ce qu'il y avait dehors, c'était les Polonais. Vous, quand vous êtes sorti de Kfar Aza, vous avez des salles qui vous a récupérés, même si ça n'est pas arrivé à temps. Vous avez l'État d'Israël qui vous a enlacés, vous avez le peuple d'Israël qui vous a pris dans les bras. Et ça, c'est une énorme différence. C'est pas la Shoah. Donc, le 6 octobre, les conflits entre nous, c'est pas ce qu'ils nous représentent. Le 7 octobre, c'est pas ce qu'ils nous représentent. Le 8 octobre, on s'est retrouvés. D'un coup, de façon assez exceptionnelle, il y avait des choses qui étaient, tous les jours, on en parlait. Tous les jours, quelqu'un se racontait la même histoire. Ça m'est arrivé aussi parce que j'ai une kippa sur la tête. À Tel Aviv, des gens qui me disent, tu n'es pas mon frère. Je lui ai rien demandé. Tu n'es pas mon frère. C'était là, vraiment, tu n'es pas mon frère, toi, tu n'es pas mon frère. On est deux peuples. Les gens disaient, on veut partir d'Israël. On en a marre. Il y a des médecins qui ont dit, on va tous s'organiser pour partir dans le même pays. Et enfin, des soldats, des officiers qui ont dit, les pilotes, demain il y a la guerre, allez-y tout seul, nous on n'ira pas. Voilà, ça c'était l'état d'esprit. Et le 7 octobre, d'un coup, commence une révolution complètement dingue, puisque ces mêmes éléments qui étaient du matin au soir dans les médias, dans les rues, ils disparaissent. D'un coup, on sent tous qu'on est des frères. D'un coup, on sent tous qu'on a un destin commun. Et d'un coup, on est tous là pour ensemble autour de l'argent. C'est intéressant parce que j'avais sorti mon livre Am Segula en pleine pagaille dans la rue. Et il y avait 2 points que j'avais beaucoup insisté là-dessus. Le premier point, c'était que le peuple d'Israël, c'est une famille. Alors, je cite les rabbins, je cite Pascal, qui nous dit, ce peuple-là est composé de familles, ils viennent tous d'un seul homme. Et il cite Pascal, il connaissait pas ce qu'allait se passer, il dit, c'est un peuple composé de frères. Les gens me disaient, là, t'es mal tombé quand même. Dans la rue, tout le monde crie, t'es pas mon frère. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que j'insistais, c'est 2 phrases sur, ça veut dire quoi, l'héroïsme. La première phrase que je cite dans le livre, c'est une phrase de Zvika Gringol, c'est lui qui s'est battu tout seul avec un tank à la guerre de Kippour pendant 24 heures, qui dit en fait, l'héroïsme, c'est savoir mettre son individu pour le collectif. Et je citais aussi une phrase de Manitou qui dit la même chose dans des mots un peu plus rabbiniques, si je pourrais me permettre, qui dit en fait, quand on met son côté, quand on dit dans les maximes de nos pères, à Kovesh et Titzro, quand on met un peu son côté individuel pour penser qu'on fait partie d'un projet plus large, un projet commun. Et les gens me disaient, bon, le livre est très sympa, mais les 2 points, je crois que tu es passé à côté de la plaque. Et c'est extraordinaire que le 8 octobre, on voit ces 2 points. Pas de frères, pas de... Des gens, voilà, il y a Elal qui a fait une publicité extraordinaire. Et on a vécu, il fait une publicité où on voit des jeunes qui sont en plein fond du Népal et qui entendent ce qui se passe le 7 octobre et qui font tout pour arriver et monter dans un avion pour aller se battre. Dans tous les pays du monde, quand il y a une guerre, on se sauve. Ici, les gens sont venus. Moi, j'ai 5 soldats personnellement qui sont revenus des 4 coins du monde. J'ai un soldat qui est revenu de lune de miel et tout le monde dit, mais les gens là-bas lui disaient, non, juste, mais reste tranquille. T'es avec ta femme, t'es en lune de miel. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas te battre pour sortir de l'argent, pour prendre un avion, pour aller te battre? C'est complètement dingue. Et je vais vous donner un chiffre qui est intéressant. À la guerre entre l'Ukraine et l'URSS, Poutine a réussi à engager 400 000 réservistes pour un pays comme l'URSS et avec des méthodes un peu plus musclées. Il a réussi, à engager 100 000 réservistes. En Israël, un tout petit pays, 350 000 réservistes sont arrivés. C'est hors du commun. Donc, si vous voulez, quand on regarde, on s'est retrouvé en fait. On a retrouvé qui on était. C'est dommage que ça ait été à ce prix-là, mais on a retrouvé. Mais si vous me parlez, on est dans l'actualité. Dans chaque fois dans l'histoire, qui nous rappelle qu'on est un peuple? Quand on est dans l'Égypte, qu'on oublie un petit peu qui on est, le premier qui prononce le nom Am, c'est Paro. Am Béné Israël. C'est le premier qui nous rappelle qu'on est un peuple. C'était étonnant. La première fois qu'on dit Am, peuple, dans la Torah, c'est dans la bouche de Paro. La deuxième fois, c'est quand on est en Perse, on est bien installé, on oublie un petit peu qu'on est un peuple, on commence bien à s'installer. Celui qui nous rappelle qu'on est un peuple, c'est Aman. Yeshno Amecha. Il y a un peuple. C'est intéressant que la première fois dans la Megillah qu'on parle du mot peuple, c'est Aman qui le prononce. Et la troisième fois dans l'histoire, de nouveau, quand on oublie un petit peu qui on est un peuple, celui qui nous rappelle qu'on est un peuple, c'est Hitler.
qui va faire constamment cette comparaison, je suis le peuple élu, que son mot de prédilection, ça va être Volk, une Volk, une Stadt, une Führer. Il va faire les voitures Volkswagen, la voiture du peuple, et il va écrire dans ses mémoires, je suis le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on oublie qu'on est un peuple, il y a toujours quelqu'un qui nous rappelle qu'on est un peuple, et c'est dommage que ça se fait dans ces conditions-là, mais on est quand même content de s'être retrouvé en tant que peuple, en tant que nation, avec son élément commun qui n'a rien à voir avec nos esprits politiques, sociaux, etc. Alors, vous avez parlé de Manitou, ce 8 octobre, si l'unité se maintient jusqu'à quand les choses redeviendront plus normales, on va dire, est-ce qu'on peut parler d'une réussite de cette recherche en fraternité dont Manitou parlait, notamment pendant tout le livre de la Genèse, et qui est finalement le but même de l'humanité? Effectivement, c'est intéressant, c'est que tout le monde pose la même question. Est-ce que quand la guerre sera finie, on va rester sur ce petit nuage? Alors c'est vrai qu'on n'est pas déjà ce qu'on était un mois après la guerre. C'est vrai qu'il y a encore des groupuscules qui parlent, mais quand même, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui empêchent les groupuscules extrémistes de tous les côtés de faire ce bruit de fond qu'on avait. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens empêchent aujourd'hui, si vous voulez, toutes ces associations, tous ces groupuscules qui étaient là pour nous rappeler qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ça. Effectivement, ce que vous dites sur Manitou, cette recherche de la fraternité, Tachai, Enochim et Vakesh, les deux frères le frère qui tue l'autre frère, et en fait, Manitou dit toujours, quand Caïn parle à Abel, en fait, il lui dit rien. En fait, le problème, c'est qu'il lui parle pas. Donc, c'est pour ça qu'il le tue. Il le tue parce qu'il n'a pas de communication, et la réparation, c'est bien sûr quand Yosef retrouve ses frères, la première des choses que le verset nous dit, et il parla à ses frères. Et je pense qu'aujourd'hui, on a appris à communiquer. On a un exemple, j'ai mon voisin, le pauvre Haggai Loubert, qui a perdu un fils à Gaza. Et la fondation Achim Lanechek, qui est une fondation de gauche, c'est eux qui ont poussé tous les gens à ne pas servir à l'armée, depuis le 7 octobre, aujourd'hui, donne à manger aux soldats, etc., a changé un peu son fusil d'épaule. Et ils ont voulu le rencontrer de façon assez extraordinaire. Ils ont voulu le rencontrer parce qu'il est quelqu'un de connu, parce qu'il fait des pièces de théâtre en Israël, etc. Et là, il s'est passé un moment extraordinaire. Et à un moment donné, il leur dit, excusez-moi, je dois arrêter de vous parler. Ils étaient 2 heures ensemble. Ils ont parlé, ils ont échangé des idées. Parce que je dois à la synagogue, parce que je dois faire la prière de Mincha et je dois dire Kaddish pour mon fils. Alors lui, il dit, ok, mais c'est dommage, on est là, on est venu, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses faire la Mincha? Il dit, ben écoutez, mettez un truc sur la tête. Et il dit, mais on ne s'est pas prié, il n'y a pas de problème. Je lèverai la main, vous direz Amen, c'est tout ce que j'ai besoin, soyez avec moi. Et on a cette scène absolument incroyable. On a des gens qui étaient le bastion de l'anti-religieux qui disent à quelqu'un de religieux, il n'y a pas de problème, dis-nous ce qu'on doit faire, on met un truc sur la tête, on répond Amen, on reste ensemble, je t'aide à faire le Kaddish. Moi, je l'ai vu avec mes soldats. Alors, on a des retours au judaïsme qui sont assez intéressants. Alors, il y a les retours techniques. J'ai un soldat à moi qui vient me voir, qui a 27 ans. Il me dit, il y a moyen que tu me débrouilles des filles. Je lui dis, on me débrouille, il y a plein de gens qui sont intéressés à donner des filles. Je lui dis, c'est pas la fois que tu as des filles. Il me dit, elle m'a pas ça. Mon grand-père m'a prêté cette fille, j'ai fait la photo et voilà. Il y a ce retour technique, mais un retour beaucoup plus fondamental. On a énormément de gens en Israël, des gens du show business, des politiciens, des gens de la science, qui se définissaient comme Israéliens. Et c'était pour eux un point d'honneur de dire, je suis Israélien, je ne suis pas juif. Et d'un coup, depuis le 7 octobre, ils disent non, je suis juif. On ne parle pas de retour de tchouva général, mais on parle de prise de conscience qu'on est venu là avec un projet collectif en tant que juif. Maintenant, comment on l'exprime par rapport à la pratique de tel commandement ou tel commandement, comment on l'exprime au sein de l'État, ça c'est une autre question. Mais le fait qu'on appartient tous à cette essence, je me parle dans le livre d'un point que énormément de gens ont rappelé, parce que les gens de France sont un peu sensibles à ça, et je pense que c'est ça qu'on a retrouvé le 16 octobre. Il y a une fois une élève qui m'a dit, en fait, l'expression juif athée n'existe que pour le judaïsme. Il n'existe pas d'expression musulman athée ou chrétien athée. Il existe quelqu'un qui est athée d'origine chrétienne, quelqu'un qui est musulman d'origine chrétienne, mais il n'existe pas il n'y a pas d'expression musulman athée. Parce qu'en fait, être musulman, ça passe par une acceptation de certains commandements. Chez les chrétiens, ça passe par le credo, une acceptation d'un concept. Mais chez les juifs,
juif athée. Pourquoi? Parce que être juif, c'est appartenir au peuple juif. Et ça, c'est, je pense, cette chose qu'on savait tous, mais qu'on a redécouvert le 7 octobre, parce qu'on a compris que être juif, ça ne veut pas dire mettre les tefilines, ça ne veut pas dire faire Shabbat, ça ne veut pas dire ça. Être juif, c'est appartenir au peuple juif. Comment j'exprime mon appartenance au peuple juif à travers le fait que j'habite en Israël, à travers tel commandement, ça c'est quelque chose de personnel qui dépend de chacun. Mais faire partie du peuple d'Israël, on ne nous demande pas notre avis. Et je crois qu'une des choses qui a beaucoup, beaucoup marqué les Israéliens, et je recommande aux gens de voir, il est interdit de voir des films de pogrom, etc. Ça, c'est sûr que c'est pas bon. Et pour l'honneur des victimes, et pour notre âme, et pour la propagande du Hamas. Mais par contre, c'est un film qui n'a rien d'horreur, mais qui est tellement significatif. C'est, on voit les terroristes qui arrivent sur les motos, qui vont rentrer en Israël, et quand ils rentrent en Israël, qu'est-ce qu'ils disent? On va aller tuer des Juifs. On va aller faire ce commandement tuer des Juifs, et on va libérer Jérusalem. Et d'un coup, les Israéliens ont dit, mais ils sont pas venus parce qu'on est des Israéliens, ils sont pas venus parce qu'on a pris un terrain, parce qu'on a un conflit technique autour de nous. Ils sont venus ici parce qu'on est juifs. Et ça, je crois que les gens ont pris cette tellement prise de conscience. Et bien sûr, ce qu'on a vu à l'intérieur de l'armée, c'est que voilà, moi je finirai là-dessus. On a une scène extraordinaire que je vois. Il y a 2 camions qui arrivent pour apporter à des soldats à manger, pour un peu les gâter. Il y a un camion d'ultra-orthodoxe Haredim qui vient, et un camion de Achim Laneshek, hein, ceux qui se sont battus contre ce monde et qui arrivent ensemble. Et à ce moment-là, je leur dis, mais vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de voir, c'est il y a quelques mois, vous étiez en train de vous taper dessus, et d'un coup, les deux, vous avez le même but, la même chose en commun. Et ça, je crois que c'est le renouveau du 8 octobre où on s'est redécouvert. Et mais c'est le titre quand on dit Am Ségoula, ça veut dire être capable. On est le peuple capable. Maintenant, le fait qu'on est capable, ça ne veut pas dire qu'on exprime notre capacité tout le temps. Ça, c'est dépendant de notre individualisme. Mais le fait qu'on est capable d'être frère, comme disait Manitou, on est capable de se retrouver en tant que peuple, ça, c'est quelque chose qu'on voit effectivement qui existe. Le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité? C'est quoi le secret de sa pérennité? C'est ce que vous nous avez dit à l'instant, Alors, c'est David Chawat. intéressant, c'est que beaucoup de personnes me disent, est-ce que tu n'as pas fait une faute de syntaxe? Qu'elles t'auraient pu dire le pourquoi du peuple d'Israël et le secret de sa pérennité. Et j'explique aux gens que non, c'est pas ce qu'on dit nos sages. Le secret de la pérennité du peuple d'Israël, c'est justement pour ça qu'on est encore là. On a reçu une mission. On a reçu une mission dans l'humanité. On a reçu une mission d'apporter des valeurs universelles. Et c'est pour ça qu'on a cette pérennité. Si on reste là, si on est tout le temps sur la scène de l'histoire, c'est parce que nos sages nous disent que Dieu nous a créés avec cette mission d'apporter quelque chose au monde. Et le 7 octobre, c'est intéressant parce que j'ai rencontré hier, j'étais encore avec une délégation qui est venue de France, et il y avait pas mal de non-juifs qui viennent. Et tous les non-juifs ont toujours la même phrase. On vous regarde de la manière que vous avez apporté tant de valeurs à l'humanité. Vous devez continuer à apporter ces valeurs qu'il y a un bien, il y a un mal, et le bien doit gagner. Quand on parle de le rôle du peuple d'Israël, le mot peuple élu n'existe pas chez nos sages dans la Bible. Il n'y a pas écrit Am Anifra. Le peuple, c'est Goula, lui. Alors de quoi on est capable? Nous, on a apporté la morale à l'humanité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un humain qui pourrait dire qu'on n'a pas apporté la Bible à 2 tiers de l'humanité, les 10 commandements, la déclaration des droits de l'homme? Un jour, je guidais les députés français, on arrive à l'entrée de Jérusalem, et je leur dis, il y a beaucoup de valeurs qui sont sorties de Jérusalem, qui sont tellement chères à la République française, aux droits de l'homme, à la Révolution française. Alors ils me disent, oui, oui, les 3 religions sont nées à Jérusalem. Je dis, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas les 3 religions qui sont nées. Aujourd'hui, quand vous regardez la Déclaration des droits de l'homme, quand on était à l'école, on mettait la Déclaration des droits de l'homme d'un côté, et de l'autre côté, les 10 commandements, on essayait de regarder, on devait apprendre comment on faisait les relations. Aujourd'hui, toutes ces relations que vous connaissez, je vais vous donner 2 autres exemples dans la démocratie, que le fait que le dirigeant, il est au service du peuple et pas l'inverse, elle n'a pas envie de couper la tête de Louis XVI pour le savoir. David, il est au service de son peuple. Moïse, il est au service de son peuple. Josué, il est au service de son peuple. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris du judaïsme. Les droits sociaux tellement chers à la France, nous, ça fait des milliers d'années, on s'occupe de la veuve, de l'orphelin, on prend une partie de nos salaires, qu'on donne aux pauvres. Ces valeurs-là, elles ont traversé l'humanité. Et aujourd'hui, au 7 octobre, et c'est pour ça qu'il y a tellement de délégations, j'ai aussi rencontré des maires de ville et des députés français il y a quelques semaines, et ils m'ont dit, on vous regarde, on vous regarde. Si vous ne montrez pas qu'il y a un bien, il y a un mal, alors qu'est-ce qui va se passer en Europe?
En Europe aussi, on va commencer à chaque fois qu'on voit quelque chose, dire non, mais c'est pas grave, pas d'amalgame. Oui, mais nous aussi, on va perdre nos valeurs. La manière que vous nous avez éclairés durant ces milliers d'années, on attend de vous que vous continuiez de reprendre votre rôle pour être, en fait, ce signe de la morale pour l'humanité entière. Comment est-ce qu'on peut exercer cette vocation universelle dans un environnement où les nations sont critiques quand elles ne veulent pas délégitimer précisément Israël? Comment faire, David Chawat, pour terminer? Alors, il faut comprendre que quand on était en exil pendant 2000 ans et pas en tant que nation, alors c'est très compliqué on va dire comme ça, on n'avait pas beaucoup d'influence, mais d'un côté, on avait moins de critiques parce que c'était des communautés séparées. Quand maintenant on revient sur la scène de l'histoire, eh ben, il y a certaines personnes qui reviendraient. Qui, par exemple, des gens qui voient au sein du peuple, au retour d'Israël sur cette terre, en fait, comme ça, quelque chose qui les remet à une définition qu'ils pensaient avoir oubliée. Pendant 2000 ans, on était séparés dans le code du monde. Ça faisait plaisir à tout le monde. Ça correspondait à la théologie chrétienne. On n'a pas reconnu Jésus. On a été punis. On est tranquille. Et d'un coup, du jour au lendemain, on revient et on reprend notre rôle. Parce que une des choses importantes qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pouvait pas faire ce rôle d'être une lumière pour l'humanité si on n'était pas un peuple. On connaît tous la rencontre du rabbin, le Rav Chaim David Azoulay, avec Louis XVI. Il lui donnait des conseils. Et il y a une fois, il s'est permis de donner des conseils sur l'armée. Et là, Louis XVI lui a dit, écoutez, monsieur le rabbin, je vous respecte beaucoup, j'écoute certains de vos conseils, mais comme vous n'avez pas eu d'économie pendant 2000 ans, vous pouvez pas me donner de conseils là-dessus. Vous n'avez pas eu d'armée pendant 2000 ans, vous ne me donnez pas de conseils là-dessus. Aujourd'hui, on revient en tant que nation, et ça dérange un peu justement qu'on a quelque chose de moral. Ils ont beau chercher, on n'a pas trouvé de soldats qui pillent, qui violent, qui saccagent, qui tuent pour rien. Alors on va amener un cas d'un soldat qui a frappé, on parle de quoi? On parle de rien du tout. Et je pense que ça dérange de mettre un miroir en face des gens et de leur montrer quelque chose d'idéal. Mais si vous regardez, je pense qu'il faut vraiment regarder le côté aussi positif. On a d'un côté en France un antisémitisme qui est monté dans le monde entier. Mais on a énormément de politiciens, d'hommes publics, de comiques, de journalistes qui ont fait leur coming out philosémite en sortant des déclarations et on les entend de partout. Les gens vont dire, regardez, on a en face de nous un bien et un mal et l'État d'Israël aujourd'hui, nous, on doit dire à lui, pas que pour lui, mais pour nous tous. On va continuer à avoir des critiques parce que, encore une fois, quelqu'un qui est malhonnête, il est malhonnête. Quelqu'un qui va dire il n'y a pas eu de pogrom le 7 octobre, puis il va dire autant que vous voulez, ça va pas changer. Mais si vous regardez, si on sait tenir, et je donne l'exemple de Ben Gurion, quand on sait se tenir droit sur nos positions, en fait, l'humanité, c'est ce qu'elle attend un peu de nous. Dans son conscient, dans son subconscient. Et de la même manière qu'aujourd'hui, M. Biden est très content de voir qu'il y a l'État d'Israël. Il y a quelques dizaines d'années à la création de l'État, ils n'ont pas voulu qu'il y ait l'État d'Israël. Heureusement qu'on a su tenir. Et quand on tient bien nos positions, en fin de compte, les nations du monde sont derrière nous parce qu'ils voient de quelque chose qui est vrai, qui est correct. Et nous, encore une fois, cette mission, on est Am Segula, on est capable. C'est pour ça qu'on a cette pérennité, c'est pour ça qu'on a cette vision que la tradition juive, Dieu nous a créée. Si nous, on n'est pas là pour rappeler au monde, qui va le rappeler au monde? Et avec tous les malheurs qu'on a vus, on est quand même content d'être là, d'être sur la scène de l'histoire, même si ça a un prix. On est content de reprendre notre rôle. Comme m'ont dit les gens, mais c'est terrible les guerres en Israël. Je dis, mais vous savez que pendant 2000 ans, on n'a pas eu de guerre, on a eu des pogroms. Donc aujourd'hui, on est quand même content de revenir à cette situation où on peut se défendre. On espérait on a l'espoir qu'on arrête les guerres, on arrête de vivre cette tension, mais on est content de nouveau de reprendre notre place parmi les nations et d'avoir ces échanges avec les nations. Merci beaucoup. Merci David Chawat d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque. Je rappelle le titre donc de votre livre Am Segula, le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.